Merci Henri. Donc, je vais vous faire cette présentation qui porte sur l'étude de contexte du Sénégal dans le cadre du projet PRESA. Donc, nous allons vous présenter d'abord une introduction pour compléter un peu le débat, ensuite présenter les tendances socio-économiques. Le troisième point porte sur l'évolution des politiques et la prise en compte du changement climatique dans les secteurs. Et enfin, le quatrième point sur climat et développement. Je pense qu'il y a un cinquième point sur les questions de ressources. Donc, en introduction, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forte variabilité climatique depuis le début des années 70 et qui est marquée par des épisodes récurrents de sécheresse jusque dans les années 2000. Des périodes d'excédents pluviométriques ont également été notées et qui ont entraîné de nombreuses catastrophes dans notre pays. Donc, par ailleurs, on peut aussi parler de précipitations déficitaires sur une bonne partie du territoire en 2014 et qui semble rappeler que la sécheresse reste un trait fondamental du climat au Sénégal dans un contexte socio-économique encore fébrile. Donc, concernant les tendances socio-économiques, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une augmentation du PIB depuis 1980, donc comme le montre cette figure-là. Mais on note quand même une chute de 0,7% en 1990 avec la réforme du système financier. Donc il y a également eu une période de redressement amorcée avec la dévaluation de 1994 où la croissance a été multipliée par 2 entre 1995 et 2005. Donc on note une forte évolution entre 1995 et 2005. Cependant, la dynamique a été marquée depuis 2000 avec une croissance moyenne annuelle de 4,7%, mais qui semble s'essouffler à partir de 2005 où on note une croissance moyenne de 3,4%. Concernant le PIB et la contribution des secteurs à ce PIB-là, c'est qu'en faisant une analyse sectorielle par rapport à la contribution du PIB, ce qu'on note, c'est qu'il y a une forte volatilité du taux de croissance du secteur primaire. Donc, rappelons que le secteur primaire concerne des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, etc. Donc, ils sont vraiment très dépendants des ressources naturelles et donc très vulnérables aux changements climatiques. Alors que les taux de croissance du secondaire et du tertiaire semblent être beaucoup plus stables comparés au primaire. En ce qui concerne le secteur primaire, par exemple, on note qu'il y a 63% à 55% de l'emploi dans ce secteur entre 1980 et 2011. Et qu'en termes de PIB, on a juste une contribution de 17% en moyenne à la formation du PIB avec ce secteur-là. Comparativement au secteur tertiaire, ce secteur contribue à l'emploi à hauteur de 22% à 33% sur la même période, mais pour sa contribution à la formation du PIB, on note une contribution de 62,8% en moyenne assurée par ce secteur tertiaire. La faible contribution du secteur primaire qu'on vient de noter tout à l'heure au PIB, malgré sa concentration en main-d'œuvre, pourrait s'expliquer par la dépendance à des aléas climatiques, donc des facteurs climatiques avec une pluviométrie assez erratique qui impactent forcément le secteur agricole par exemple, mais également des fluctuations relativement importantes du taux de croissance de ce secteur sur la période 2000-2010. Par exemple, pour 2002, on note une baisse de 23%. Quant au secteur tertiaire, la forte contribution de ce secteur au PIB pourrait s'expliquer par l'importance du commerce, donc plus de 15% du PIB depuis 1980 et 30% de la production assurée par le commerce dans ce secteur. Mais il y a également un aspect qui est très important et qui devient de plus en plus, ce sont les télécommunications, donc les postes et télécommunications, avec une étude qui a montré que les télécommunications contribuent au PIB à taux de 13% et créent à peu près 70 000 emplois. Sur les parts budgétaires, là, on a voulu mettre l'accent beaucoup plus sur les secteurs qui sont dépendants de l'exploitation des ressources naturelles. Par exemple, le secteur de la pêche et des affaires maritimes, de l'agriculture, de l'environnement, etc. Et ce qu'on note, c'est que de manière générale, on a une baisse des parts budgétaires de ces secteurs-là qui reposent davantage sur une exploitation des ressources naturelles. Par exemple, on a une réduction de moitié pour la part de l'agriculture entre 2008 et 2014. Je pense que pour l'agriculture, c'est en bleu.
l'agriculture, en fait, c'est... On peut pointer avec poser pour pointer avec ça. Si. Donc là, on note donc une réduction en ce qui concerne l'agriculture de moitié entre 2008 et 2014 en bleu. Sur l'évolution du solde du compte courant, le compte courant correspond à toutes les opérations portant sur les biens et services, les flux de revenus et les transferts courants entre l'économie nationale et le reste du monde. Donc l'évolution du solde du compte courant montre la faible compétitivité du Sénégal comparé à ses partenaires économiques avec un déficit structurel du solde des transactions courantes. Donc le déficit est dû à des importations qui dépassent de loin les exportations. Par exemple, en 2011, on a eu des importations à hauteur de 2500 milliards de CFA, alors que pour les exportations, elles n'étaient que de 1100. Les importations concernent essentiellement les carburants minéraux et le pétrole, les céréales, notamment le riz importé, les produits manufacturés, les machines et les véhicules. En 1994, on a pu noter une amélioration du solde du compte courant. Donc là, on a l'évolution. Donc, on a pu noter une évolution du solde du compte courant avec la dévaluation, mais qui s'est suivie d'un creusement rapide du déficit entre 2002 et 2008. Donc là, on note un creusement rapide entre 2002 et 2008, et qui s'explique principalement par l'accélération des importations d'une part, mais également la hausse des prix des produits importés, comme par exemple le pétrole. Et donc la tendance haussière des cours du pétrole depuis 2002, conjuguée à la raréfaction des denrées alimentaires, accélère la dégradation de la balance des paiements du Sénégal. Et en outre, on note que la baisse du déficit entre 2002 et 2010 pourrait être due par des programmes comme Goana, comme REVA, qui ont quand même eu à influer sur l'approvisionnement en aliments. Concernant les transferts reçus des migrants, ce qu'on note, c'est que l'émigration est un phénomène qui est assez répandu dans les pays en développement, en Afrique et particulièrement au Sénégal, où 4% à 5% de la population totale sont des émigrés. Donc, deux effets de l'immigration sont généralement soulignés dans la littérature pour les pays d'origine. D'abord, l'effet de perte de main-d'œuvre avec la fuite des cerveaux. Et l'effet contraire, c'est l'effet revenu avec les transferts qui sont reçus des migrants par les familles d'origine. Donc, les transferts sont devenus quand même une source de financement assez importante pour des pays comme le Sénégal et qui ont dépassé l'aide publique au développement, mais également les IDE. Avec des volumes de plus en plus importants, par exemple en 2012, on a noté que le montant des transferts a atteint 749 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 10,4% du PIB, ce qui est quand même important. Et que les volumes ont quadruplé entre 2001 et 2008, passant de 305 à 1288 millions de dollars pour le Sénégal. Mais ces volumes restent sous-estimés si on ne tient pas compte du circuit informel, avec des porteurs informels et donc qui échappent à l'économie formelle. Il y a une étude de la Banque africaine de développement qui a montré que 46% des envois de fonds en 2005 se sont faits à travers ce circuit informel-là. Donc la forte hausse des transferts s'explique principalement par l'importance de la migration au niveau international, mais également par la prolifération des agences de transfert d'argent, comme les Western Union, les MoneyGram, etc. Et au niveau national, par d'autres agences de transfert d'argent, comme les Joni Joni, les Wari, que tout le monde connaît. Donc là, on voit bien l'évolution des transferts reçus des migrants. Donc à partir de 2007-2008, on note qu'il y a eu une baisse des transferts, des volumes de transferts. Donc ce qui s'explique en partie par la crise économique et financière qui a affecté l'Europe durant cette période-là. Donc on note une baisse de 8 points de pourcentage quand même des transferts reçus. D'autant plus que les transferts proviennent essentiellement des pays de l'Union européenne à hauteur de 52%. Donc comme des pays comme l'Italie, l'Espagne, qui ont été très affectés par la crise économique et financière. En ce qui concerne le rôle et les stratégies du secteur privé dans le processus de développement, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur privé
joue un rôle considérable, aussi bien dans la croissance que le développement économique, avec 42% de contribution à la création d'emplois et 33% à la valeur ajoutée. Mais il est nécessaire de distinguer le secteur privé formel du secteur privé informel. Et au Sénégal, on pense qu'il est très utile de voir l'importance du secteur informel dans l'économie nationale. Par exemple, ce secteur a contribué à hauteur de 2655 milliards de francs CFA à la valeur ajoutée, ce qui correspond à 41,6% du PIB, qu'en termes d'emplois, 2,2 millions d'emplois ont été créés en 2010 grâce à ce secteur-là, ce qui correspond à 48,8% de la population active, et que par rapport au PIB, 54% du PIB en moyenne depuis 2000 a été assuré grâce à ce secteur informel, mais on note quand même une faible contribution de ce secteur aux recettes fiscales. Contribution comprise entre 2,4% à 3,5% entre 2004 et 2007. Cependant, des contraintes limitent quand même la contribution du secteur informel au processus de développement, et parmi ces contraintes, on en cite juste deux. Le foncier, qui est quand même une garantie indispensable pour avoir accès au financement. Le secteur privé et les IDE. En termes d'IDE, le Sénégal occupe la 4e place, puisque c'est le 4e pays le plus attractif de l'UEMOA. Donc après le Niger, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Au Sénégal, on note que 14,3% en moyenne du total des flux nets d'IDE qui sont reçus par l'Union ont été destinés au Sénégal sur la période 2006-2011. Et la répartition sectorielle de ces IDE-là montre qu'ils sont principalement destinés à l'immobilier, au secteur financier, à l'exploitation minière, aux industries manufacturières et à la branche commerce, hôtellerie et restauration. Mais la part qui est affectée à l'agriculture n'a pas atteint les 10%, donc sur la période 2008, 2009, 2010, ce qui pose quand même un problème. Donc je laisse la parole à M. Lo pour la suite. Merci. Merci Swadou. Je vais vous parler des politiques de développement et de la manière dont qu'elles ont pris en compte la question des changements climatiques. Concernant les politiques de développement, on peut retenir en réalité trois principales étapes. La période post-indépendance, qui du point de vue climatique était marquée par comme une relative stabilité de la pluviométrie, qui a justement été un peu le socle du développement de l'agriculture, mais surtout de la monoculture arachidière, qui par ailleurs va avoir un certain nombre d'influences négatives quand on parle de changement climatique, et notamment par rapport à la dégradation des terres. On a ensuite la période des ajustements structurels, qui se superpose un peu justement à la période de sécheresse. À la période de sécheresse et à une pression plus accrue sur les ressources naturelles, et donc ce qui pourrait constituer en réalité la base de l'adaptation à ce changement climatique. On a ensuite eu la période post-alternance, disons à partir de 2000, et comme par hasard une période post-alternance qui est marquée surtout par l'occurrence de périodes plus pluvieuses, mais marquée aussi par l'avènement d'extrêmes pluviométriques qui ont conduit à un certain nombre de catastrophes. Les inondations, nous avons tous en tête les inondations. Certains pensent que les inondations ont démarré dans les années 2009, 2008-2009, mais en 2003, à partir de 2003 déjà, les populations, je me souviens, les populations de Guinaw Rail et autres étaient dans les eaux. Donc, alors, comme je disais, une relative bonne pluviométrie après les indépendances,
un focus sur la réforme agricole dominée par la monoculture arachidienne et la mise en place déjà là des systèmes d'encadrement des paysans avec les centres d'expansion rurale devenus les CADL, hein, et puis les centres d'assistance également au développement, les centres régionaux d'assistance au développement. Pardon? D'accord. Alors, la période des ajustements structurels, de 1979 à 2000 avec l'avènement maintenant des DSRP, marquée par la série de crises des années 70, chute des cours des produits d'exportation, arachides, phosphates notamment, et qui ont déjà influé sur ce dont Swadou parlait, c'est-à-dire cette dynamique de stabilité régressive, si on peut dire, de la croissance économique. Donc les sécheresses, la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994, et ces périodes ont été dominées par les programmes de lutte contre la sécheresse, la désertification et la dégradation des ressources naturelles. Le PAN-LCD, le PNAE, la stratégie nationale de conservation de la biodiversité, tous ces programmes ont été élaborés à cette période. Et parmi les problèmes d'ordre structurel, on peut retenir, sans risque de se tromper, la dépendance de l'économie à l'agriculture et aux ressources naturelles qui restent des secteurs très vulnérables aux impacts, donc des aléas climatiques. Je pense qu'on a tous en mémoire, en 2002 ou 2003, cette baisse de 2 points au moins dans la croissance économique est consécutive à une mauvaise pluviométrie. Je crois qu'il y avait eu à peu près 20% de la baisse de la pluviométrie qui a entraîné 2 à 3 points de baisse dans la croissance économique. Alors, on note également les difficultés à minorer les impacts sociaux de la dévaluation. Si la dévaluation a été de manière globale une éclaircie pour la croissance, pour la balance des paiements, la balance commerciale de manière générale, on a noté quand même une recrudescence de la pauvreté qui elle-même a eu un impact sur les ressources naturelles. La pression s'est en fait beaucoup plus grande. Alors, les DSRP étaient conçus comme une réponse structurelle à la pauvreté. Mais la question fondamentale, c'est que la pauvreté elle-même n'a pas été toujours analysée sous l'angle de la vulnérabilité à ces changements climatiques, de vulnérabilité à ces aléas climatiques. De sorte que le DSRP2, qui a essayé tant bien que mal de prendre en charge la question du changement climatique, n'a intégré la question que sous 2 aspects. L'aspect des catastrophes, ça veut dire après que le problème intervienne, et également l'aspect de la protection sociale et de la gestion des risques. Donc, en dehors de ces deux fenêtres par rapport au DSRP 2, la question du changement climatique n'est pas évoquée dans les politiques. Alors, on a noté également à cette période des événements exceptionnels, l'occurrence d'événements exceptionnels, les pluies hors saison, qui sont tombées en 2001, je crois. Les sécheresses qui s'alternaient avec des inondations. Et de manière mitigée, de manière globale, donc, on a eu un bilan assez mitigé de la mise en application de ces DSRP, bilan mitigé, renforcé d'ailleurs par la triple crise alimentaire, énergétique et financière de 2008. On a noté une évolution positive des DSRP vers une vision plus stratégique du développement avec l'avènement du DPES, le document de planification économique et sociale. Ensuite, la stratégie nationale de développement économique
et sociale. Deux documents, il faut dire, qui n'ont duré que le temps d'une fleur, hein, avant de se faner, parce que la SNDS n'a jamais été en réalité appliquée, avant que n'intervienne aujourd'hui ce qui vaut aujourd'hui, ce qui sert aujourd'hui de plan stratégique, qui est le plan Sénégal émergent de 2035. Cependant, je pense qu'on peut dire sans grand risque de nous tromper qu'il n'y a pas une vision très claire sur les contraintes et opportunités que représente le changement climatique. La question du changement climatique est évoquée de manière très fragmentaire, par-ci et par-là. On a l'impression que le changement climatique n'est pas perçu comme une contrainte structurelle dans la mise en œuvre de ces documents stratégiques, de ces documents de stratégie. Et aujourd'hui, on a le programme national d'adaptation en construction et nous espérons que justement la dynamique aujourd'hui qui sied au climat servira également à l'analyse des documents de stratégie en lien avec ce climat. Le changement climatique, cependant, est resté une préoccupation nationale, est resté une préoccupation constante depuis les années 90, perceptible à travers la signature et la ratification de la Convention cadre des Nations Unies, la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, la première communication nationale, la stratégie de mise en œuvre et surtout le PANA en 2006 qui s'est intéressé aux secteurs dits prioritaires et ou en tout cas les secteurs les plus vulnérables et a, sur la base d'un diagnostic, essayé de dégager un certain nombre de pistes de solutions pour une adaptation justement de ces secteurs de développement au changement climatique. On a eu ensuite la deuxième communication nationale, je crois qu'aujourd'hui la troisième communication nationale est également en chantier. On a eu une prise en compte cependant plus effective de la planification, des changements climatiques dans la planification sectorielle. Nous avons choisi ici juste deux secteurs pour illustrer. Cela ne veut pas dire que ce sont les deux seuls où la question du changement climatique est abordée. C'est le secteur de l'agriculture et de manière très claire, un des 6 objectifs de la politique de développement agro-silvopastoral à travers la loi évoque la question de la réduction de l'impact des risques climatiques. Donc la volonté, la vision, elle est là. On sait que l'agriculture ne pourra pas se développer dans un contexte d'aléas, dans un contexte d'incertitude. Hein, comme disait Barat ce matin, la question du changement climatique devient une question de la gestion de l'incertitude. Les paysans vous disent, quand nous attendons la pluie, elle ne vient pas. Au moment où nous ne l'attendons plus, elle arrive. Le PRACAS aussi mentionne les changements climatiques parmi les facteurs de risque. Et l'appui à l'intégration de l'information climatique, Souadou en parlait ce matin, de l'information climatique dans le processus de l'adaptation, de décision pour l'adaptation, est également une des avancées certaines de la prise en compte du changement climatique dans le secteur de l'agriculture. De même que l'assurance climatique, l'assurance indicielle, même si elle reste encore à développer et à promouvoir. On note également un certain nombre d'investissements structurants pour réduire la dépendance de l'agriculture à ces changements climatiques. Ce sont des digues de retenue par-ci, ce sont des barrages par-là, c'est des aménagements hydro-agricoles pour soustraire l'agriculture donc du dictat de la pluie, etc. Les zones côtières sont également une des priorités en matière d'adaptation au changement climatique, classées par le PANA parmi les plus vulnérables à ces changements du fait
des inondations, mais aussi et surtout de l'érosion côtière. Et je pense qu'il n'y a pas plus illustratif que la zone où on est aujourd'hui pour montrer l'impact du changement climatique sur le littoral. En 2009, 44 milliards de francs CFA de pertes de dommages ont été enregistrés, causés par les inondations, qui en plus affectent les politiques de lutte contre la pauvreté, touchant les plus vulnérables et les plus pauvres des milieux urbains et ruraux. On a une préoccupation constante également de la question des changements climatiques dans la lettre de politique sectorielle de l'environnement. Par contre, une absence de mention du changement climatique dans le plan national de développement de l'élevage, alors que le conseiller du ministre disait ce matin que justement ces sous-secteurs de l'élevage et de la foresterie sont parmi les plus à risque par rapport à cette question du changement climatique. Le secteur de la pêche également, très vulnérable, ne mentionne pas de façon spécifique, explicite, la question du changement climatique. Il est important également nous le disions ce matin, de penser le changement climatique à partir des territoires. Parce que le milieu local est en fait le lieu par excellence du déroulement de la pratique de l'adaptation. Comme on avait souvent coutume de dire dans le cadre du programme ACA, on ne fait pas l'adaptation à la place des autres. Il faut que le paysan fasse ceci, il faut que le paysan fasse cela. Il faut faire comprendre au paysan qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela. Il faut lui montrer qu'il a intérêt à faire ceci, à faire cela. Il faut lui donner les moyens de faire ceci et de faire cela. Nul ne le fera à sa place, d'autant plus que les niveaux globaux, le global, régional et national, sont beaucoup plus des milieux d'impulsion, des milieux de mise en cohérence. Il y a également une opportunité offerte par l'acte 3 de la décentralisation pour une véritable territorialisation des politiques de développement, y compris les politiques climatiques, telles que le programme TAC les a initiées, ou bien le PCTI au niveau de la région de Dakar. Monsieur le facilitateur disait tantôt que c'est sur le tard que les politiques locales de développement, PRDI, plan local de développement, ont intégré la question du changement climatique. S'ils l'ont intégré d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas nombreuses les politiques locales à avoir intégré la question du changement climatique. Pourtant, si adaptation il doit y avoir, c'est là nécessairement que la question du changement climatique doit être intégrée. Alors, et pour cela, il faut une prise de conscience véritable que la question du changement climatique va constituer la contrainte structurelle majeure du développement dans les années à venir et prendre en charge cette question du changement climatique dans les documents relatifs, et notamment le Code général des collectivités locales qui vient d'être élaboré. Tout ceci montre en réalité que le climat va avoir un impact considérable sur le développement, puisqu'il affecte les secteurs clés du développement. Et le dernier rapport du GIEC le dit de manière très claire, les changements vont se faire. Donc, les effets sont déjà observés et il y a lieu donc d'agir. Et chacune des dernières décennies, des 3 dernières décennies, a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toute décennie précédente depuis 1850. Dans l'hémisphère nord, de 1983 à 2012, la période 1983-2012 a été la plus chaude
Donc, des 30 dernières années, au cours de ces 30 dernières années, au cours des 1400 dernières années qu'on a connues jusque-là. Dans les zones où on a ce qu'on appelle les neiges éternelles, hein, la perte de couverture de neige est sans précédent, sans compter maintenant l'augmentation du niveau de la mer. Ces différents scénarios ne laissent pas notre pays indemne. Concernant la variabilité climatique, comme on dit, le changement climatique, c'est la variabilité, mais c'est également le changement à plus long terme, et c'est surtout l'avènement d'événements exceptionnels, ces trois éléments se combinant pour produire justement les impacts. Cette variabilité, on peut la noter au niveau interannuel, mais comme disait aussi le professeur Gaye ce matin, c'est beaucoup plus la variabilité inter-saisonnière qui est surtout la plus importante et la plus déconcertante. La plus déconcertante. Ce que les anglo-saxons appellent le onset, le démarrage des pluies, les poches de sécheresse à l'intérieur d'une saison, l'arrêt précoce des précipitations, tout ceci entraîne un certain nombre de conséquences au niveau de la production agricole, de la productivité qu'il est important de relever. Alors, le réchauffement des températures, je pense que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je pense que le professeur Gaye en a parlé ce matin de long en large. Mais là, on voit bien que c'est basé sur des exemples du Sénégal qui montrent en réalité qu'on a, c'est vrai, des variations de la température, mais qu'on a une tendance marquée au réchauffement. Le changement de température, comme il le disait également, les scénarios montrent au niveau du Sénégal donc une hausse de température entre 1,5 et à 6 degrés en saison chaude, et le réchauffement est plus fort pour un scénario plus haut de gaz à effet de serre. Autrement dit, les températures sur le Sénégal vont augmenter avec l'accroissement des concentrations globales de gaz à effet de serre, et elles seront beaucoup plus marquées à l'ouest qu'à l'est. Et ça, c'est des indications aussi relativement claires dans la définition des politiques. On ne peut pas avoir des politiques uniformes, uniformes en sachant que l'impact du changement climatique sera différent d'une région à une autre. Du point de vue des précipitations, également, il y a la projection d'une baisse amplifiée des précipitations entre 10 et 60% par rapport aux valeurs du climat présent. Et les baisses de précipitations en relation avec l'augmentation globale des gaz à effet de serre se traduiront par une baisse importante donc des pluies. Baisse plus importante au nord. Le nord, nous parlons de régions semi-arides, mais nous gardons à l'esprit justement que c'est au nord que cette prégnance de l'aridité est bien plus forte qu'au niveau du sud. Donc, cela donne déjà un certain nombre de pistes par rapport à la planification qui devrait être faite. Le changement climatique, je le disais tantôt, représente une contrainte majeure au développement du pays. Et depuis une trentaine d'années, il se manifeste essentiellement par une recrudescence des extrêmes climatiques, comme les sécheresses et les inondations, liées à des intensités de pluie plus élevées, le raccourcissement des saisons pluvieuses, une modification des saisons thermiques, etc. En réalité, on a ce que j'aime bien appeler généralement un total dérèglement du climat. Alors, cette dégradation des conditions climatiques est encore plus marquée
au niveau du secteur agricole, principal pourvoyeur d'emploi, mais également levier essentiel du développement économique, malgré les changements qui sont notés et que Swadou a évoqué tantôt. La faiblesse des précipitations et leur irrégularité interannuelle et intrasaisonnière est source de difficultés pour l'agriculture et les agriculteurs, avec la réduction des surfaces cultivées, la baisse des rendements, la destruction du peu de récoltes qui sont engrangées parfois quelques années. À l'horizon 2025, la production céréalière pourrait baisser de 30% consécutivement à la rédaction des terres agricoles. On n'oublie pas le secteur de l'eau, il est extrêmement important, puisque, comme on dit, il faut de l'eau et il faut de l'énergie pour faire de l'agriculture. On aurait pu parler du secteur de l'énergie également, et le changement climatique va avoir un impact sur les ressources en eau disponibles. Généralement, on dit, écoutez, avec le changement climatique, il faut arrêter, bon, en tout cas, il faut soustraire l'agriculture comme je dis, du diktat de la pluie. Il faut faire de l'agriculture irriguée. Il n'y a que 2% de terres irriguées, mais c'est sans oublier aussi que ça va affecter l'irrigation également. Puisque, Marouane le disait tantôt, ne nous regardons pas dans nos nombrils. Ce qui se passe aujourd'hui ici, au Sénégal, c'est ce qui se passe en Guinée, c'est ce qui se passe ailleurs. Et c'est de là également que nous vient l'eau qui sert à l'agriculture. Donc dans les scénarios, il faut éviter de penser qu'on va juste faire un passage de l'agriculture pluviale à l'agriculture irriguée et que tout marchera bien. Voilà des questions qu'il faut intégrer également dans la réflexion. Au niveau des apports pluviométriques, les apports ils sont passés de 176 milliards de mètres cubes avant 1970 à 132 milliards après 1970, soit une perte du quart du volume annuel d'eau précipitée. Voilà des données qui peuvent nous servir de référence pour aller vers un certain nombre de décisions. Concernant les pistes pour la recherche, donc, tenant compte de tout cela, et pour terminer, nous pensons qu'il faudrait poursuivre un travail approfondi sur les liens entre les prévisions climatiques et les secteurs socio-économiques et de croissance économique durable. Comment ces liens se font? Est-ce que ces liens sont uniformes? Est-ce que ces liens sont les mêmes dans les différentes régions? Voilà des questions qu'il est important de garder à l'esprit. Aujourd'hui que nous parlons, je pense que ceux qui ont parlé ce matin, notamment Serigne Mansour, a parlé de transformation. Il a parlé de transformation. La question de l'économie verte, aujourd'hui, elle est évoquée comme une question transformationnelle. Quel est le potentiel de l'économie verte dans la lutte contre le changement climatique et pour une plus grande résilience des écosystèmes, des communautés et des économies? Est-ce qu'il faut juste considérer que c'est un nouveau concept ou est-ce qu'il a réellement un potentiel et comment rendre ce potentiel effectif pour une lutte véritable contre le changement climatique? La question de la résilience climatique et de la gouvernance locale, elle mérite également d'être investie. Je crois que l'ATIR a commencé à en parler ce matin sous l'aspect de la planification, mais sous différents autres aspects, la question serait également pertinente. Et enfin, le secteur privé et son rôle dans les changements climatiques et surtout dans les stratégies de financement de l'adaptation. Pouvons-nous continuer à rechercher la résilience à partir des seules ressources des autres, à partir des seules ressources extérieures? Comment mobiliser des ressources endogènes pour l'adaptation? Et dans ces ressources endogènes, le secteur informel pourrait jouer un rôle extrêmement important, mais il convient de regarder comment ce rôle
pourrait être effectivement joué. Merci pour votre aimable attention.